Avec la création d'Hydro-Québec, le glas vient de sonner pour les nababs de la Montreal Light Heat and Power Company, tout comme il sonne pour les pontes de l'Allemagne nazie sur laquelle pleuvent des nuages de bombes. Nos gouvernants sont occupés. Montréal se relève d'une grève des employés de la Compagnie des tramways et la crise du logement se fait de plus en plus aiguë tant à Montréal qu'à Québec, où l'on rapporte qu'en mai, 600 familles seront sans toit. Le secrétaire des ligues de locataires, un certain Alphonse Glod, affirme qu'il manquera 2000 logements à Montréal. Le Canadien de Montréal, la veille au soir, a gagné sa petite guerre contre l'équipe de Chicago et a ainsi enlevé la Coupe Stanley. Ce championnat est le premier d'une longue série à venir. L'équipe montréalaise vit son âge d'or. En 1944, Churchill et Roosevelt s'amènent à Québec pour tenir la deuxième conférence de Québec. Et là, on va planifier les futures opérations des Alliés en Asie. Au Québec, c'est l'adoption de la loi sur les différends entre les services publics et leurs salariés qui interdit toute grève. Et cette loi prévoit que tout conflit sera soumis à l'arbitrage et que la décision arbitrale sera acceptée par les deux parties. L'écrivain québécois Roger Lemelin publie son roman « Au pied de la pente douce » et le frère Marie-Victorin, le fondateur du Jardin botanique de Montréal, meurt dans un accident d'auto. Au Canada, l'ère de l'électricité commence en 1878. À l'automne, un commerçant montréalais du nom de Craig fait l'essai de la première lampe électrique au Canada dans les laboratoires de physique du Collège Sainte-Marie. Mais à ce moment-là, ce sont des lampes à arc, donc qui donnent un éclairage extrêmement brillant. Et un an plus tard, Thomas Edison va mettre au point la lampe électrique, l'ampoule électrique, de sorte que l'électricité, à partir de ce moment-là, va se propager partout à travers le monde, et notamment ici à Montréal, où non seulement l'éclairage des rues va devenir très populaire, mais également les nouvelles applications de l'électricité, notamment pour la cuisson, la réfrigération, enfin, tout ce qui découlera de cette invention d'Edison, soit les applications de l'électricité. Il a fallu au 19e siècle commencer à organiser des services collectifs, que ce soit pour distribuer de l'eau, pour faire le transport en commun. Et quand l'électricité est apparue, bien, il a fallu aussi organiser la distribution de ce service-là. Et assez souvent, en Amérique du Nord, on a eu tendance à confier ça à des entreprises privées. Ça commence dès le 19e siècle. Parfois, les municipalités ont elles-mêmes pris en charge certains services, comme à Montréal, on a municipalisé l'eau très rapidement, mais pas le transport en commun, pas le gaz, pas l'électricité. Donc, il y avait différentes formules, mais ce qui dominait surtout, c'était les compagnies privées, dont l'objectif était évidemment de faire des profits pour les actionnaires. Les premières centrales hydroélectriques, puisque le Québec dispose d'abondantes ressources hydroélectriques, vont faire leur apparition vers 1880-1885. Notamment les chutes Montmorency qui seront aménagées pour éclairer la terrasse du Frein à Québec. Des industriels américains et canadiens s'intéressent à la production d'électricité. C'est ainsi que l'on érige les premières centrales hydroélectriques de la région montréalaise à La Chine et Chambly. La première grande ligne qui a identifié le Québec comme un futur grand acteur du transport d'énergie, ça va être une ligne qui est partie de Chambly jusqu'à Montréal. Une ligne à 25 kV qui, en son temps, c'est-à-dire au tout début du siècle, représente déjà une merveille technique et une des premières lignes, la plus longue ligne à ce moment-là. Là, on arrive en 1905. Vous avez un Canadien-Français du nom de Jean-Baptiste Baudry-Lehmann, un ingénieur qui va imaginer, planifier la ligne entre Shawinigan et Montréal, qui est une ligne de 100 km et qui est la première ligne de cette importance-là au Canada. La Shawinigan Water and Power. Tout de suite, dans les années 10, va développer, et d'une façon magistrale, les centrales sur la rivière Saint-Maurice. Ça va devenir son assise pour construire un empire industriel qui sera parmi les plus exemplaires. Non seulement la Shawinigan
va desservir de façon très intelligente, je dirais, son territoire, en devenant des maîtres constructeurs de centrales hydroélectriques et des champions du transport d'électricité sur de longues distances, dans des conditions et dans un climat très difficile. Ce qui va finir par être presque une marque de commerce du Québec, à savoir la connaissance de bien construire une centrale hydroélectrique, d'exploiter, de façon idéale, le potentiel des rivières et également, encore une fois, de transporter cette énergie sur de longues distances. Les véritables aventuriers au Québec ont été ces gens qui ont édifié dans des conditions absolument incroyables le réseau de transport d'Hydro-Québec. Il y avait des pylônes au coin de Queen Mary, dans ces coins-là, où pouvait y avoir une vingtaine de circuits comme ça qui arrivaient dans le ciel. Et on disait à un gars d'une compagnie, bon, tu vas réparer, on t'a coupé le courant dans la ligne, tu peux monter, c'est à peu près la troisième en dessous, fais attention, troisième ou quatrième, en tout cas. Mais c'était presque aussi précaire que ça. Et les gars devaient monter, et il en tombait, on calcule que dans ce temps-là, il en mourait 3 par 2 ans, je pense, enfin, sur peut-être à peine 100 monteurs à Montréal. Des gens étaient embauchés, puis le lendemain, on les envoyait dans les lignes, avec parfois du courant vivant, parfois pas de courant, des livres d'instructions, mais les gars savaient pas lire, enfin. À la fin du 19e siècle, émerge le premier magnat de l'électricité, Herbert Samuel Holt. En 1901, il préside aux destinées de la Montreal Light Heat and Power Company, qui détient le monopole de l'éclairage des rues. La Montreal Light Heat and Power, dès le départ, dès le début du siècle, va tout racheter les petites compagnies sur le territoire de Montréal pour former un puissant monopole. Cette compagnie-là va être arrogante, va exploiter les consommateurs d'électricité, avoir des tarifs exorbitants, de telle sorte que la grogne du public va se faire de plus en plus vive. Un peu partout en Amérique du Nord, il y a un grand mouvement de contestation de ce phénomène-là, de contestation de l'exploitation de services publics par des entreprises privées. Et en particulier en Ontario, ça s'est posé à l'échelle de toute la province et le gouvernement ontarien, au début du siècle, a décidé d'étatiser la production d'électricité en créant Hydro-Ontario. En Ontario, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un homme fort, Adam Beck, qui, dès le départ, a vu les abus qui se produisaient avec les compagnies privées, les chicanes, en quelque sorte, qui faisaient que dans certains coins de l'Ontario, on ne pouvait pas se développer parce que les compagnies refusaient tout simplement d'aller desservir, d'aller livrer le service. Alors, au Québec, la dynamique a été beaucoup plus lente. On comparait les taux et souvent, on avait des surprises, c'est-à-dire on constatait que les taux au Québec étaient plus élevés que dans certaines villes, en tout cas de l'Ontario. Et il y a des campagnes qui ont commencé à être mises sur pied pour faire en sorte que les taux puissent baisser. Donc, ce premier mouvement au début du 20e siècle, au Québec en tout cas, n'a pas conduit à la municipalisation ou à l'étatisation de façon généralisée, contrairement à ce qui se passait en Ontario. Les gouvernements québécois avaient toujours sur la tête la menace, l'épée de Damoclès, à le fait qu'il leur serait difficile de trouver des fonds pour assurer leur développement si jamais ils posaient des gestes à caractère dit socialiste. Autour de Montréal, Westmount, par exemple, municipalise son électricité. Saint-Hyacinthe aussi, Sherbrooke aussi, a une production municipale d'électricité. Mais à Montréal, c'était l'entreprise privée, c'était la Montreal Light Heat and Power. À Québec, c'était la Québec Light. Et puis, il y en avait comme ça dans plusieurs régions du Québec. Au début du siècle, il n'y avait même pas la moitié des familles qui étaient abonnées à l'électricité. Mais en 1930, c'est devenu un service essentiel dans les villes, en tout cas. Dans les campagnes, c'est loin d'être le cas, ça va venir plus dans les années 50, mais dans les villes, tout le monde est abonné à l'électricité. On en a besoin pour faire fonctionner la radio, pour faire fonctionner l'éclairage, et c'est essentiel. Dans un journal, à un moment donné, un journaliste a publié un article sur les différents taux d'électricité. Et il y a deux personnes à l'époque, surtout les docteurs Rousseau et Hamel,
qui déjà avait commencé à s'intéresser à ce domaine-là de l'électricité et ça a enclenché chez eux là, un mouvement de révolte. Et là, ils ont décidé de partir en croisade contre les taux élevés d'électricité et surtout ceux de la Quebec Power. Déjà, d'ailleurs, à Montréal, Camillien Wood, lui, s'était élevé contre les taux élevés de la Montreal Lighting and Power. On va avoir au Québec des champions qui vont, en quelque sorte, lutter contre ce qu'ils appelaient le trust de l'électricité. C'est-à-dire, non contente d'avoir un monopole, la Shawinigan s'est assurée des connivences avec les autres compagnies. Donc, le trust, pour des gens comme le Dr Hamel, pour Adélard Godbout, c'est, entre autres, Télésphore Damien Bouchard, c'était en quelque sorte cette espèce d'enchevêtrement d'intérêts privés, de compagnies, qui exploitaient leur coin de territoire, abusivement dans bien des cas, et tout ça en connivence, c'est-à-dire en échangeant des directorats, des actions et surtout des informations pour éviter une concurrence entre elles. Ces grands monopoles font des profits faramineux, même en pleine crise économique, et continuent à faire des profits importants en vendant l'électricité chère aux consommateurs. Il y a donc une campagne très importante pour étatiser l'électricité. On assiste à un véritable débat de société. Et ce débat se déroule dans le grand média de l'époque, la presse écrite. À Québec, l'abbé Édouard Valmar-Lavergne y prend position contre l'immobilisme du gouvernement Taschereau. À l'époque, c'était connu, il était contre le gouvernement dans tous les domaines. Et c'est évident qu'il ne s'est pas gêné quand il s'agit des taux d'électricité pour intervenir encore et essayer de défendre les plus démunis. Il est intervenu fréquemment dans son bulletin paroissial pour dénoncer les trusts, les trustards. D'ailleurs, c'est un de ceux qui utilisait souvent ces termes-là. Et pour demander que les taux d'électricité soient abaissés. Taschereau, à un moment donné, s'est senti persécuté par certaines personnes du clergé, comme l'abbé Lavergne. Alors, pour riposter, il a fait parvenir à Oliver Asselin, qui était à l'époque directeur du journal Le Canada, une liste d'actionnaires de 3 compagnies surtout. Et dans cette liste-là, il y avait des évêchés, des fabriques, des prêtres, des religieux, des collèges. Et au total, il possédait au-delà de 40 000 actions. Et c'est sûr que le clergé n'a pas pardonné facilement à Oliver Asselin d'avoir publié cette liste-là, si bien que quand il a fondé l'Ordre, il a été obligé à un moment donné d'abandonner parce que le clergé va s'opposer à son journal. Quand il va quitter la publication, il va marquer « Suite au prochain cardinal ». Si Asselin doit se taire, les promoteurs de l'étatisation de l'électricité refusent d'en faire autant. Ils persistent, et leurs revendications prennent l'allure d'une véritable croisade. Philippe Hamel, qui était dentiste, lui a décidé de pousser l'affaire plus loin. Alors, il a fait lui-même des enquêtes et il a même obligé le gouvernement, finalement, à former une commission d'enquête sur les taux d'électricité. Et ces conclusions vont être absolument limpides. C'est-à-dire qu'on va voir qu'il y avait des abus considérables, que les tarifs d'électricité étaient très élevés et que les compagnies privées se refusaient à offrir le service, donc la disponibilité de l'électricité, dans les coins les plus pauvres et les plus démunis du Québec. Par exemple, en Gaspésie ou un peu partout dans les régions rurales. Les conclusions de la commission d'enquête incitent le gouvernement Taschereau à créer une commission de l'électricité en 1935. Cette régie réglementera les conditions d'exploitation et de tarification de l'électricité. Ce qui le scandalisait, c'est que le trust d'électricité était un grand pourvoyeur de la caisse électorale des partis politiques aussi. Et que nos partis politiques, rouges ou bleus, n'est-ce pas, étaient partiellement dominés par ce trust-là, de même que par d'autres également, mais surtout par le trust d'électricité, que le Dr Hamel considérait comme le centre de toute la puissance économique chez nous. À la même époque, des dissidents libéraux dénonciateurs du gouvernement Taschereau qu'ils estiment corrompus fondent un nouveau parti, l'Action libérale nationale, sous la direction de Paul Gouin. René Chaloux et le Dr Hamel en sont aussi. La nationalisation des cartels de l'électricité est au programme de ce parti qui s'allie à l'Union nationale de Maurice Duplessis aux élections du 25 novembre 1935. Mais je tiens à préciser, et ceci est très important, c'est que le Dr Hamel, avant de s'engager derrière Duplessis, a exigé un engagement écrit, signé par Duplessis. La coalition perd la bataille, mais pas la guerre.
Elle force bientôt la démission d'Alexandre Taschereau et son remplacement par Adélard Godbout qui déclenche des élections à son tour. Le docteur Philippe Hamel s'engage dans une nouvelle campagne électorale aux côtés de Maurice Duplessis. J'ai eu l'occasion, à cette époque-là, de rencontrer M. Duplessis avec le docteur Hamel, et qui nous disait, lorsque nous exposions, docteur Hamel, ses idées économiques et moi mes idées nationales, eh bien, moi j'accepte tout cela, et vous n'allez pas même assez loin à mon point de vue. Ça nous inspirait assez confiance, peut-être étions-nous un peu ingénus dans le temps, mais vous savez ce qui est survenu. Le 17 août 1936, Maurice Duplessis est élu. Il écarte 1 à 1 ses alliés de l'Action libérale, dont le docteur Hamel, qu'il n'a pas jugé ministrable. Et il a tôt fait de renier les propositions de ce parti, comme la nationalisation de l'électricité. De son côté, Adélard Godbout profite de son séjour dans l'opposition pour régénérer son parti et reformuler son programme. 3 ans plus tard, le 25 octobre 1939, il reprend le pouvoir. C'est un premier ministre dont la contribution à l'histoire du Québec a été largement sous-estimée. C'est un intellectuel qui avait une pensée sociale et une pensée économique. Et au départ, il a fait ses études aux États-Unis et il a été largement influencé par le New Deal de Roosevelt. Le problème était le même aux États-Unis. On parlait du trust de l'électricité. Et également, évidemment, dans son New Deal, Roosevelt va amener toute une série de mesures sociales dont Adélard Godbout va s'inspirer largement. Et M. Godbout était entouré d'un homme comme M. Bouchard qui était profondément convaincu de la nécessité de la nationalisation de l'électricité et qui avait collaboré pendant longtemps à la campagne du Dr Hamel. Dès que possible, Adélard Godbout lance un train de mesures progressistes. Et il engage la marche vers la nationalisation de la Montreal Light Heat and Power Company. Les compagnies d'électricité de la province prennent panique. C'est surtout, évidemment, la compagnie montréalaise qui se sent menacée. C'est elle qui réagit le plus par des campagnes de publicité dans les journaux pour dire que c'est pas une bonne chose d'étatiser. Adélard Godbout demeure intraitable. La loi est sanctionnée le 14 avril 1944. Hydro-Québec voit le jour. Le lendemain, à 10 heures, les commissaires officiellement nommés la veille, avec Télesphore Damien Bouchard à leur tête, entrent en fonction. En expropriant, donc en étatisant au sens fort du terme, Godbout, il va poser un geste d'un courage politique dont on a peu d'exemples dans notre histoire. On a étatisé la Montreal Light Heat and Power et ses filiales, en particulier la Beauharnois Light Heat and Power. Donc, à l'origine, Hydro-Québec, c'est une compagnie qui est essentiellement concentrée dans la région de Montréal. Les premiers commissaires d'Hydro-Québec gèrent l'entreprise avec efficacité. Ils font rapidement approuver une réduction de 15 % des tarifs. Il faut penser que Adélard Godbout a perdu le pouvoir un petit peu sur cette question de l'électricité. Et lorsque Duplessis a pris le pouvoir, sa première directive à l'endroit d'Hydro-Québec a été de lui dire « Vous faites votre travail sans bruit ». Et il a formellement déclaré que jamais, sous son régime, on étendrait la nationalisation de l'électricité à d'autres compagnies que la Montreal Light Heat and Power. Il n'y a guère eu de changement à Hydro-Québec. On parlait anglais tout aussi bien en 1945 qu'en 1943 à la Montreal Light Heat and Power. La plupart des grands patrons anglophones sont demeurés en poste, à l'exception évidemment du président et de quelques vice-présidents qui étaient des irréductibles dans ce monde-là. Et puis, ça et là, il y a quelques ingénieurs francophones qui commencent à percer. Mais ça va prendre un bon 20 ans pour que ces francophones-là se développent. Au début de la nationalisation en 1944, on disait aux jeunes ingénieurs francophones qui entraient à Hydro, écoutez, essayez de comprendre que vous arrivez dans un milieu totalement anglophone, imaginé, pensé, structuré, planifié par des Anglais. Donc, s'il vous plaît, prenez votre tour, apprenez le langage et speak white, s'il vous plaît. Entre 1944 et 1960, la forte expansion économique augmente la demande d'électricité des entreprises commerciales et industrielles. La consommation moyenne des abonnés du service domestique, quant à elle, quintuple.
Alors là, les appareils électroménagers se succèdent l'un après l'autre. On remplace la glacière traditionnelle par le frigo. Et ça se passe dès la fin des années 40. Puis ensuite, c'est le couple laveuse-sécheuse qui entre dans la maison, c'est le téléviseur et tous les autres appareils électroménagers. Et donc, la consommation d'électricité va augmenter en flèche dans l'après-guerre. Hydro-Québec commence à fournir de l'électricité à des régions éloignées, notamment la Gaspésie, la Côte-Nord et l'Abitibi, où seulement 5 ans auparavant, à peine 20 du monde rural disposait de l'électricité. Jusque dans les années 80, le rythme d'accroissement de la demande d'électricité sera, bon an, mal an, de l'ordre de 7 à 8 par année. Il faut que se trouvent des nouveaux sites de production d'électricité, des nouvelles chutes d'eau où on peut construire des centrales ou ériger des barrages. Et donc, dans ce sens-là, elle va être amenée à sortir de sa région, de son marché principal, pour aller vers des régions où il existe des ressources énergétiques disponibles à exploiter. Hydro-Québec va développer très rapidement, au sortir de la guerre, la deuxième section de la centrale de Beauharnois, qu'elle avait acquise, évidemment, de la Montreal Light and Power, pour ensuite se tourner vers la Côte-Nord, avec la rivière Bercimis, et un petit peu plus à l'est de Bercimis, va ensuite développer ce qui s'appelle à cette époque-là déjà un méga-projet, c'est-à-dire les 7 centrales Manicoutarn, dont la puissance installée est de l'ordre de 5000 MW. De tout temps, Québec a eu cette particularité par rapport à d'autres compagnies de produire l'énergie assez loin des centres de consommation. Donc la dimension transport dans les activités des compagnies québécoises de production d'électricité a toujours été très très importante. La grosse difficulté du transport, c'est les pertes d'énergie. C'est-à-dire que vous partez d'un point A où vous produisez l'énergie et il s'agit de l'emmener à un point B où elle va être consommée sans perdre d'énergie. Et c'est comme si vous aviez un immense tuyau qui amenait de l'eau. Et il faudrait s'assurer que sur des dizaines au début, puis des centaines, puis des milliers de kilomètres maintenant, il n'y ait pas un seul petit trou dans le tuyau, qu'il n'y ait pas une seule intempérie qui puisse abîmer un élément ou un autre. Sans ça, l'énergie, vous le savez comme moi, va descendre à la Terre. C'est le principe du courant de descendre à la Terre. Donc la grosse difficulté de tout temps, ça va être de trouver la tension, c'est-à-dire de trouver la grosseur, si vous voulez, du tuyau. Pensez par exemple que quand on a transporté l'énergie de la Bercimis, on l'a transportée à 315 kV, et ces pylônes-là existent toujours. Eh bien, on produisait à la Bercimis avec 13 turbines. On perdait la Bercimis à Québec, on perdait à peu près l'équivalent de la production d'une turbine, ce qui est quand même énorme. Pour transporter l'énergie simplement de la Manic à Montréal, il aurait fallu dans la vallée du Saint-Roland 40 lignes à 315 kV. C'était à peu près ça le défi des ingénieurs en 58-59, quand on leur a dit « on va équiper la Manic ». Le problème qui était sur les tables à dessin, c'était « est-ce qu'on fait 40 lignes à 315 kV pour amener cette énergie-là à Montréal ?» Non. Qu'est-ce qu'on invente? Et alors, le bonhomme qui dirige toutes ces recherches-là est un dénommé Angot, qui décide donc, on va le faire en 315 kV, et il y a Jean-Jacques Archambault, un ingénieur tout à fait atypique. Lui dit, 315 kV, ça règle pas la situation. Et il demande l'autorisation, et finit par l'obtenir, de travailler sur une autre option, qui est laissée ouverte. Alors il va se passer que cet homme-là, tout seul, va travailler son hypothèse jusqu'à arriver à la quasi-certitude dans son esprit, avec une poignée de disciples autour de lui, que ça pourrait être 735 kV. Et il faut savoir qu'aujourd'hui encore, c'est la meilleure tension de transport au monde pour le transport d'énergie sur de grandes distances. Le 22 juin 1960, le Parti libéral de Jean Lesage est porté au pouvoir. La Révolution tranquille s'enclenche et l'exploitation des richesses naturelles est au centre des préoccupations. L'Hydro-Québec est alors à l'œuvre à Montréal et dans certaines régions éloignées, mais la plus grande partie du territoire québécois lui échappe au profit d'environ 45 compagnies privées d'électricité, dont la puissante Shawinigan. Avant d'entrer en politique, René Lévesque avait, si vous voulez, eu des contacts avec Georges-Émile Lapalme, qui était l'ancien chef du Parti libéral du Québec, avant Jean Lesage. Et Georges-Émile Lapalme avait fait une espèce de document pour faire le point sur la façon dont le Québec était dépossédé de ses richesses naturelles. Et là-dedans, il y avait l'eau, il y avait l'électricité.
Et la conclusion de Georges-Émile Lapalme, c'était qu'il fallait vraiment, là, enfin, il y avait une phrase qui disait que c'est pas parce qu'on a des richesses naturelles qu'une nation, qu'une société a des richesses naturelles, qu'elle est nécessairement prospère. C'est-à-dire, si elle ne sait pas en tirer bénéfice, ça lui passe sous le nez. Et René Lévesque, quand il arrive au pouvoir, il a ce document-là. On fera valoir que si l'Hydro-Québec doit étendre son territoire à l'ensemble de la province, c'est que, d'une part, il faut planifier le développement des rivières non encore aménagées. Le deuxième motif, c'était d'avoir une certaine uniformisation des tarifs, qui était démesurément, si vous voulez, déséquilibrée. On payait à Gaspésie 10 fois le prix du kilowattheure qu'on demandait aux consommateurs de Montréal. Mais ce qui faisait que le développement économique de ces régions-là, des régions excentriques, disons, était complètement bloqué. Il y a aussi le fait que l'entreprise privée gère la moitié de l'énergie hydroélectrique, c'est qu'il y a beaucoup d'impôts qui s'en vont à Ottawa. Alors, si Québec nationalise, tout l'impôt reste ici, donc il y a encore des sources de revenus. Mais tout de suite, lorsque vous avez pensé nationaliser l'électricité, est-ce que M. Lesage vous a donné carte blanche comme ça? Un petit peu d'opposition au début? Dans un sens, j'ai été plus ou moins, oui, enfin, disons que ça n'a pas été au début... Facile. D'enthousiasme délirant à l'intérieur du parti. Une partie du cabinet qui est opposée à l'idée même de nationalisation. Jean Lesage est soumis à d'énormes pressions, bien sûr, du milieu des affaires, du milieu des banquiers et des prêteurs. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même la province est un petit pays et la Shawinigan Power a des liens, bien sûr, avec les milieux de la finance, les milieux même du Parti libéral. On est à peu près là au printemps, justement, 1962. Là, les choses se bousculent parce que vraiment, il y a de plus en plus un consensus dans la société, chez les syndicats, à la presse, au devoir, sont pour la nationalisation et ils font campagne. Jean Lesage se voit bientôt obligé de trancher. En septembre 1962, il réunit ses ministres au lac à l'épaule au nord de Québec. À l'ordre du jour, la nationalisation de l'électricité. L'atmosphère est très, très trouble. Les ministres se cherchent, savoir exactement qui est pour, qui est contre. Et Lévesque, évidemment, il dira plus tard, moi, j'avais l'air de vraiment du pestiféré. On m'évitait, on me regardait de travers, comme si c'est moi qui étais la cause de tous ces problèmes-là. Et là, Georges-Émile Lapalme donne son point de vue et il approuve la nationalisation. Bon, ben voilà, l'ancien chef du parti, Georges-Émile Lapalme, est pour. Donc, ça les libère. Contre toute attente, Jean Lesage fait volte-face et se rallie à son turbulent ministre. Il approuve le principe de la nationalisation et décide de déclencher des élections précipitées pour trancher la question. Le thème principal de la campagne sera donc la nationalisation de l'électricité. Essentiellement, c'est de transférer à 5 300 000 actionnaires, c'est-à-dire tous nous autres, la propriété de la première puis de la plus vitale de nos richesses naturelles. Celle, vous voyez ça sur la carte, qui couvre tout le territoire du Québec, de transférer cette propriété à tout le monde. Par la force des choses, René Lévesque est la vedette de la campagne électorale qui se termine le 14 novembre 1962 par une éclatante victoire du Parti libéral et par une non moins éclatante victoire personnelle de René Lévesque. Jean Lesage, pour être sûr que rien ne cafouillerait en cours de route, a délégué à New York auprès des grandes institutions prêteuses, des gens comme Jacques Parizeau, Roland Giroux, et qui sont allés vérifier sur place jusqu'à quel point le marché américain réagirait de façon favorable à ce geste du gouvernement du Québec. Et la réponse a été très simple. Si tout ça est fait avec élégance, décorum, selon la forme de l'art, d'une prise de possession d'une compagnie par une autre, en payant le juste prix, il n'y avait pas de problème. La partie est jouée. Le gouvernement se met au travail et le 29 décembre, après la fermeture des bourses, M. Lesage annonce l'offre du Québec aux compagnies d'électricité. Il y a bien quelques soubresauts de la part de certaines compagnies, mais déjà à l'hydro, le processus d'intégration est amorcé. Très rapidement, les actionnaires ont déposé leurs actions et le financement de toute cette opération-là, c'est un emprunt de 300 millions, qui était considérable à l'époque. Et ce sont les Américains qui ont souscrit les fonds pour permettre à Hydro-Québec de payer les actionnaires des différentes compagnies acquises, c'est-à-dire la Shawinigan Mountain Power, etc. Et l'emprunt était si considérable à l'époque que le gouvernement américain a demandé, obtenu bien entendu,
que le versement de ces 300 millions soit réparti sur toute une année pour éviter des brusques changements dans les taux de change. Alors, c'est vous dire que c'est une opération financière extrêmement importante, mais particulièrement bien réussie, sans qu'il y ait eu de scandale politique d'aucune façon. Il faut se rappeler qu'au début des années 60, le président d'une autre compagnie publique, mais une compagnie canadienne, le Canadien national, qui appartenait au gouvernement fédéral, avait déclaré qu'il n'y avait aucun Canadien français assez compétent pour occuper aucun des 11 postes de vice-président au Canadien national. Et là, on est au début des années 60. Alors, vous voyez l'image collective qui est envoyée des Québécois francophones. Il n'y en a aucun qui peut gérer une grande entreprise. Au moment où l'évêque arrive, il est vraiment étonné, on ne revient pas. Même si c'est 85 % de francophones qui sont à l'Hydro, même dans les cadres, les relations au niveau des mémos, etc., tout se passe en anglais. Les plans étaient en anglais, les commandes étaient en anglais, tous les dialogues, les réunions, tout se passait en anglais, même à l'intérieur de l'Hydro-Québec. Mais à partir de 1963, ça a changé du tout. Hydro-Québec va permettre de faire la démonstration qu'on peut construire des barrages en français et qui ne vont pas s'écrouler, qu'on peut gérer une grande entreprise en français. Et de façon étonnante, en quelques années, on a réussi à traduire et à appliquer en français un vocabulaire de haute technologie qu'on pensait, réservé à l'anglais. Alors, de ce point de vue-là, Hydro-Québec a joué un rôle de ferment, je crois, dans la société québécoise, en accélérant ce courant de francisation à des domaines de haute technologie. Tout au cours des années 1960, Hydro-Québec fait figure de porte-drapeau du nationalisme et est l'objet d'une grande fierté collective. Si tu savais comme on s'ennuie à la manée, tu m'écrirais bien plus souvent à la Manicouagan. On est à compléter le grand projet de la décennie, le complexe Manicouagan-Outarde. Avec son barrage à voûtes multiples, le plus grand au monde, l'immense réservoir de Manic 5 et la première internationale que constituent ces lignes de transmission à 735 kV, c'est un exploit technologique remarquable qui enflamme l'imagination. Hydro-Québec devient ainsi une des grandes entreprises d'électricité au monde. Elle relève avec succès le défi d'intégrer les sociétés privées acquises en 1963, leur réseau et leur personnel. Oui, on est 12 000. 12 012 pour assurer votre confort. On est 12 000... Hello? Merci. On est 12 012 pour assurer votre confort. Quand Hydro-Québec achetait des vis ou des boulons, c'était en quantité considérable. Et quand elle achetait tout ce qu'il faut pour ses barrages, pour ses centrales électriques, donc c'était des contrats importants qui ont permis de développer des entreprises au Québec qui faisaient de la sous-traitance ou qui produisaient du matériel électrique. Donc, il s'est développé des manufacturiers dans le domaine des groupes électrogènes, là, les turbines et puis les alternateurs. Il s'est développé toute une industrie dans le domaine du câble d'aluminium pour faire les lignes de transport d'énergie. Mais ça a permis aux ingénieurs conseils et puis aux ingénieurs du Québec vraiment de se développer puis d'être ensuite capable d'essamer vers l'étranger puis d'aller vendre, mettons, ce qu'on avait appris ici au Québec à l'étranger. On avait quand même quelque chose à montrer. La croissance de la demande d'électricité continue d'être très forte tout au long de la décennie et la Société d'État y répond à temps grâce au complexe Manicouagan-Outarde. En
1966, elle s'engage dans l'aménagement des chutes Churchill au Labrador, dont elle achètera la majeure partie de la production à un coût très avantageux. Hydro-Québec a investi 34 dans une compagnie privée qui s'appelait Churchill Falls and Labrador Limited. Cette compagnie a deux actionnaires, le gouvernement de Terre-Neuve et le gouvernement du Québec. On a convenu de tarifs de vente à Hydro-Québec et on avait prévu que 2,94, ça serait le prix finalement qui couvrirait sur du long terme parce qu'on prévoyait effectivement qu'il y aurait des hausses à long terme. Même les prévisions les plus délirantes à cette époque-là ne prévoyaient pas des prix autour de 4,5 cents du kilowatt. Alors c'est ce qui explique que finalement les deux partenaires se sont engagés dans le projet. Ça semblait finalement avantageux pour les deux. Et c'est évidemment l'avenir qui a changé les choses. Terre-Neuve a été devant la Cour suprême pour essayer de faire annuler le contrat, pour finalement forcer Hydro-Québec à tout revoir les cartes. La Cour suprême a confirmé la validité du contrat de 69 et en ce sens-là, ils doivent vivre avec les conditions qu'ils ont signées. En 1971, le premier ministre Robert Bourassa annonce le projet du siècle, l'aménagement de rivières du bassin de la baie James. Il est sûr que c'était fait entre 62 et 72 des choses pas mal extraordinaires. Ça fait Manicouagan, puis c'était fait bien d'autres projets, le Churchill Falls. Mais Churchill Falls, en fait, ça avait été confié à des gérants, puis à des équipes, mettons, qui étaient plutôt en dehors du Québec. Mais vraiment, la baie James, ça a été l'arrivée en force, mettons, de tous les ingénieurs et puis les équipes de travail qui étaient vraiment du Québec. Au moment où on a commencé les travaux de la baie James, il aurait été facile, IREC semble-t-il était prête, à proposer un réseau à 1100 kV, qui aurait à ce moment-là constitué une autre première mondiale. Sauf qu'on avait tellement innové jusque-là que la décision a donc été prise de garder le 735 qu'on commençait justement à bien apprivoiser. Lancé dans la controverse, menacé par une crise dans les relations de travail et par l'opposition des groupes autochtones et écologistes, le projet est tout de même réalisé. Aujourd'hui, la baie James procure 15 000 MW à Hydro-Québec. Juste pour vous situer, là maintenant, on est rendu à peu près 30 000 MW de capacité installée au Québec. Donc la baie James était vraiment une grosse partie de ça. La croissance d'Hydro-Québec, c'est pas terminé. C'est pas du tout une œuvre complétée, une œuvre achevée. Il reste 20 du potentiel hydroélectrique au Québec à développer. C'est pas encore développé. Alors, en recentrant nos préoccupations sur le développement de nos métiers de base, ça nous amène à mettre en marche ce qu'il faut pour entrevoir la reprise du développement hydroélectrique au Québec. Il faut se concentrer sur ce que l'on sait faire, sur ce qu'on sait le mieux faire. Et ça s'appelle, dans notre cas, produire, transporter et distribuer de l'électricité. Au tournant des années 1990, l'aménagement des chutes Churchill est de nouveau l'objet de négociations entre les gouvernements de Terre-Neuve et de Québec. Terre-Neuve voulait absolument rouvrir le premier contrat. Et on le comprend. On les comprend jusqu'à un certain point parce que le contrat va se renouveler automatiquement en 2016 pour 30 ans. Et on va baisser le prix convenu de 2,94 cents à 2,54 cents. Ça va procurer, parce qu'à Hydro-Québec, des bénéfices nets anticipés de 100 millions par année à partir de 2016. Alors, pour 30 ans, ça fait la coquette somme de 30 milliards de bénéfices nets. C'est évident que Hydro-Québec veut s'asseoir là-dessus, ce qui explique que Terre-Neuve, d'un autre côté, se dit que ça prendrait un deuxième contrat vraiment très avantageux pour compenser ça, ce qu'on ne semble pas vouloir lui donner. Donc, le deal qui ont failli finaliser avec M. Bourassa en 92 a finalement achoppé. Jacques Parizeau, lui, a pensé qu'il pourrait repartir les négociations avec Clydeways sur de nouvelles bases, en mettant des nouvelles affaires, des conditions plus avantageuses. Et le document que j'ai publié dans Le Devoir, ce document confidentiel là, qui est adressé à M. Parizeau, pour évidemment la préparation de la rencontre entre les deux premiers ministres, dit clairement que les bénéfices de Churchill and Labrador Company sont tellement bas, compte tenu des dispositions, des prix très bas convenus, que ça va poser un énorme problème entre l'an 2000 et l'année 2020. Ils disent, au fond, la compagnie s'en va à la faillite, faute de revenus suffisants. On ne paye pas assez cher notre électricité entre l'air.
Et si la compagnie fait faillite, l'actionnaire principal, c'est Terre-Neuve. Terre-Neuve peut décider qu'il rembourse la dette. Et à ce moment-là, Terre-Neuve récupère les actifs, c'est-à-dire les barrages et l'électricité. Puis le contrat n'existe plus, il passe dans liquidation de la compagnie. Ça veut dire que la compagnie va dire au Québec, si vous voulez, cette électricité-là, désormais, c'est un nouveau contrat. La perspective de conclure un nouveau contrat avec Terre-Neuve a des incidences sur le projet Grande Baleine, alors en préparation. Le projet de Grande Baleine, c'est à peu près à la même hauteur, mais sur le côté ouest de la province. C'est une rivière qui jette dans la baie d'Hudson. La première marche, disons, du projet, c'était 3000 mégawatts. Churchill, en comparaison, c'était dans les 3005-3007. Donc, ça explique en grande partie ce retournement spectaculaire du Québec qui prépare Grande Baleine pendant toute une décennie. Et arrive le gouvernement péquiste au pouvoir au début des années 90 et tout d'un coup, il nous annonce, nous, pour des motifs écologiques, Grande Baleine, on oublie ça. Fini, on s'entend avec les cris, ça va bien. En fait, c'est que c'était justement à l'époque où on savait qu'il y avait maintenant l'hypothèse de Churchill qui semblait de plus en plus possible. Toutefois, les négociations achoppent. Aucun des deux projets ne se réalise. Puis, en janvier 1998, le titan de l'hydroélectricité est ébranlé dans un épisode qui restera à jamais gravé dans la mémoire des Québécois. Le verglas, on ne se le cachera pas, a pris Hydro par surprise, comme elle a pris l'ensemble des pouvoirs publics par surprise. Mais de tout temps, dès l'instant où vous avez tendu un fil entre deux poteaux au Québec, il y a toujours eu des problèmes de verglas. On lit des narrations au début du siècle où les hommes, justement, de ligne, là, vivaient dans des conditions épouvantables, ces verglas-là, parce que ça a toujours été un moment très, très difficile pour les hommes de ligne, puisqu'à chaque fois, il a fallu, dans des conditions difficiles, aller rétablir le courant. Les Québécois critiquent beaucoup Hydro-Québec. C'est en grande partie parce qu'ils l'aiment beaucoup. Alors, on critique les tracés des lignes de transmission parce qu'il n'y a pas personne qui souhaite voir apparaître dans son paysage, pour des raisons bien compréhensibles, puis des raisons qu'on comprend à Hydro-Québec, une grande ligne de transmission. Par ailleurs, en même temps, lorsqu'elles sont construites, tout le monde réalise que ces lignes de transmission-là, ils sont là pour satisfaire les besoins de chauffage, d'éclairage, puis des besoins aussi de l'industrie qui crée l'emploi, etc. Si c'était maintenant qu'il fallait implanter un réseau de 32 000 km, ce serait une mission absolument impossible. Mais on l'a fait à un moment où c'était acceptable, où c'était plus acceptable en tout cas pour l'opinion publique. Hydro-Québec a été un phénomène important dans l'histoire du Québec pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça a été finalement la première très grande entreprise entièrement gérée par des francophones, fonctionnant en français. Et dans les années 60-70, c'était un symbole extrêmement important. En fait, le vrai réveil puis le vrai départ de l'Hydro-Québec, à mon sens, c'est à partir de 1963, quand on a nationalisé toutes les autres entreprises au Québec. Hydro-Québec, c'est 58 milliards de dollars d'investissement. Hydro-Québec, c'est des ventes annuelles de plus de 10 milliards de dollars par année. Et Hydro-Québec, cette année, l'an 2000, Hydro-Québec va réaliser un bénéfice qui va être de l'ordre de 1 milliard de dollars. Alors, c'est ça, Hydro-Québec en chiffres. Vous noterez que quand on place Hydro-Québec en chiffres, c'est toujours des milliards. Puis Hydro-Québec a toujours été un success story. Alors, il y a eu peut-être des petits flottements de temps en temps, mais quand même, ça a été... Et puis à l'heure actuelle, mettons, tout le monde va redevenir fier de l'Hydro-Québec parce qu'ils commencent à faire des profits qui sont au-delà, mettons, du milliard par année, comparé aux problèmes que l'Ontario Hydro a eu. C'est la plus grande richesse des Québécois, Hydro-Québec. D'autres ont eu des réserves de pétrole, des réserves de gaz. On a eu des réserves d'eau extraordinaires. Puis, ma foi, on a gagné. Parce que les réserves en eau, elles sont renouvelables. Les autres ne le sont pas.